Donc, bonjour et bienvenue au cas de gestion de crise. Pouvez-vous me confirmer la lettre de votre équipe? B. Parfait. Préférez-vous les règlements en français ou en anglais? En français, s'il vous plaît. Parfait. Donc, pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire votre présentation au juge. Si votre présentation est d'une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous vous verrez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions d'un maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous serez arrêté. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes à l'aide de mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous priez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, je m'appelle Émilie Pémur, je suis conseillère en ressources humaines pour Desjardins. Bonjour, Valérie Racine, partenaire d'affaires pour Solatel. Christophe Godefroy, professeur à l'Université Laval, spécialiste en gestion de crise. Donc, merci à vous de nous avoir invités à titre de consultant pour votre situation. Donc, je vous présente une pivot consultation où notre but est de vous faire pivoter vers la solution. Donc, je vous présente mes collègues et moi, donc ma collègue Rose, Antoine et moi-même, Pierre-Olivier. Donc, nous sommes ici pour bien sûr répondre à un mandat bien précis qui est. Donc, premièrement, situons-nous dans la date qui est le 16 novembre 2019. Nous sommes tôt le matin, tout à fait normal, et nous disposons de 3 heures pour vous développer un plan d'action qui a pour but précis d'assurer la sécurité de la population de la ville de Saguenay et de créer un plan d'action avec vous, le ministère de la Sécurité publique, qui inclurait également des citoyens et l'écosystème, tout en formant une cellule de crise pour gérer cette situation. Donc, pour répondre à ce mandat, un plan de présentation, bien sûr, est nécessaire. Donc, la première partie est au niveau de l'analyse, donc le mandat qui vient d'être nommé, présentation de l'industrie, le problème et ses composantes, les parties prenantes, la cellule de crise et les scénarios possibles. L'implantation contiendra un plan d'action et un plan de communication. Et pour terminer sur un retour qui contiendra les apprentissages et la conclusion. Donc, si on fait une brève présentation de l'industrie qui est en cause dans cette crise-là, je voudrais que c'est l'industrie du transport maritime. On se dit bien qui est hautement régie par les entités gouvernementales. Transport Canada fixe les normes de sécurité. Il y a une loi qui a été mise en 92. Les normes sont basées à partir de celle-ci. Et la rivière du Saguenay se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. C'est vraiment une autoroute maritime qui est très importante. Par la suite, pour présenter la situation, nous allons utiliser un système qui vous est sûrement familier, M. Rochefort, le vôtre. Le modèle processuel de Rochefort qui commence, par les anomalies, qui est lié à l'inattention dans cette étape-là. On sait qu'il se passe des choses, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Par la suite, des déséquilibres où on peut mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe, mais on décide de l'attribuer à des causes externes à nous-mêmes. Par la suite, la rupture, la troisième étape, où ce que l'élément déclencheur arrive et où ce qu'on est dans le déni, on ne peut pas voir à qu'est-ce qui arrive. Finalement, la crise, et là l'escalade, par exemple, si on a une crise santé, sécurité et environnementale, les incendies qui se propagent, les vies qui se perdent, etc. Donc, pour la première étape, la phase 1, anomalie à inattention, nous faisons face à des signaux faibles. Comme je disais, des signaux, on sait ce qui se passe, mais on ne peut pas vraiment mettre le doigt sur exactement ce que c'est. Donc, il y a la loi de 1992 qui est non actuelle et non adaptée. Elle a presque 30 ans. Ça a beaucoup évolué, les technologies, puis c'est pas à jour. Puis, la mauvaise réputation du CAM qui aurait dû être prise en considération dans ce cas-là. Ce qui aurait dû être fait à ce moment-là, c'est revoir les lois. Comme je mentionnais, les technologies ont avancé. On doit être plus à jour. Et ne pas négliger les accidents de l'ancienne compagnie sur le nom CAM qui était Atlantic Oil Transit. Et par la suite, l'enquête sur les premiers accidents, le bureau de sécurité qui aurait fait une enquête sur les accidents de l'AOT qui s'était passé dans le passé. La phase 2, des déséquilibres et de l'attribution. Cette fois-ci, c'est des signaux avant-coureurs. Comme je disais, c'est des signaux là, on sait ce qui se passe, mais on décide de l'attribuer à d'autres causes externes. Donc, il y avait les 18 accidents, les 6 déversements en un an de l'AOT.
Par la suite, il y a le premier incendie à Halifax avant le départ vers la rivière du Saguenay, vers 3h43. Ça, c'est des choses qu'il aurait dû prendre en considération. Ça, c'est des clubs qui fonctionnent et disent OK, il y a quoi qui se passe qu'on doit arrêter tout de suite. Mais lié à ça, ce qui aurait dû être fait, reviser les normes de CAM, parce que clairement, c'était pas à jour. On ne peut pas continuer, même s'il y a des briques d'équipement, puis dire on va laisser ça plus tard. Et les appels aux ingénieurs de CAM pour voir ce qui se passait à l'intérieur du bruit électrique. Et les enquêtes sur les accidents, comme je disais, il y a 18 accidents qui se sont passés dans leur année. Et il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite de ce côté-là. Pour la phase 3, on arrive à la rupture et le déni. Dans ce cas-là, l'élément déclencheur, c'était vraiment le départ du navire pour le Saguenay. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ce qui aurait dû être fait, c'est empêcher le navire de quitter. La GRC qui faisait l'évaluation de ce côté-là aurait dû prendre des mesures pour pas que ça arrive. Et également faire appel au renfort pour le transport, dire OK, on s'en va au Saguenay, mais on a des problèmes mécaniques. Il faudrait qu'il y ait une équipe sur place quand on arrive dans la ville de Saguenay pour régler ça. Qui nous amène à la dernière phase, la crise dans laquelle on est. Là, on arrive au port de Saguenay, les explosions, l'incendie qui se propage dans la ville, l'escalade de vies qui se perdent, la sécurité de la population est en jeu. On est vraiment en situation de crise. En situation de crise, le temps, c'est le temps de la guerre. Et comme on dit en québécois, il n'y a pas le temps de niaiser. Puis c'est ça, on est là. Si on résume les problèmes, il y a un problème de fond, c'est vraiment les standards d'opération. Il y a une loi non actuelle, puis c'est vraiment la sécurité présentement incolore. Par la suite, les normes de l'entreprise, CAM ont une mauvaise réputation. C'est concentré sur les objectifs, donc la météo n'était pas bonne, nous on est liés, on veut juste livrer la marchandise, on réglera ça plus tard, on met à plus tard ça, on pense que vraiment ça aurait dû être dans l'entreprise, qu'on ne va pas pousser le problème à quelqu'un d'autre, on va prendre le temps de régler tout de suite, on appelle une équipe, donc il faut décidément voir les normes. Puis là, le gros problème qui est vraiment l'incendie à la ville de Saguenay, le déversement de pétrole puis les vies qui sont en danger actuellement. Il y a des pièges à éviter. Donc, pour régler le problème de fond, aller seulement régler l'incendie, puis après ça, se dire c'est correct, c'est réglé, l'incendie est passé, on va passer à d'autres choses, on continue comme si de rien n'était. Prendre la situation en charge, il faut le faire immédiatement. Il ne faut pas attendre, en tant que gouvernement, il ne faut pas attendre que l'entreprise nous dise quoi faire. On prend les devants. Et ne pas ménager les ressources nécessaires. Donc, c'est sûr que ça va demander des ressources financières, des ressources matérielles, mais on est là pour notre population, c'est pour ça qu'on existe. Donc, pour ce qui en est maintenant, la cellule de crise, donc bien sûr, ça va prendre des gens pour gérer cette situation-là. Donc, c'est une cellule de crise qui est assez développée. Premièrement, on met quelqu'un d'assez, pour le Québec, un expert dans la tragédie de lac Mégantic. C'est une situation qu'on trouve assez similaire présentement au Saguenay. Donc, quelqu'un qui a vécu sur le terrain la crise de lac Mégantic serait une bonne ressource à titre de consultant pour toutes les étapes du plan d'action. Ensuite, un ingénieur électrique et maritime dans le but de revoir les normes et s'assurer que le tout pour le futur va être fait. Et si certains trucs d'ingénierie doivent être faits sur le lieu de la crise, bien sûr, un ingénieur va être là pour vérifier. Le directeur général du ministère des Transports, bien sûr, on est le transport maritime, on veut que le ministère des Transports soit au courant de tout ce qui se passe. Un consultant au niveau du Bureau des sécurités des transports du Canada, puisque c'était eux qui sont en charge des enquêtes. Principalement, il va devoir avoir une enquête en cours dans la ville de Saguenay pour qu'est-ce qui s'est passé et ainsi pourront faire un rapport détaillé sur ce qui aurait dû être fait, également si ça va être une mesure qui va être entreprise pour le futur. La GRC, la police locale, pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Le ministère de la Sécurité publique pour également, dans la même lignée, diriger la police et tout pour être sûr que tous les effectifs sont déployés au bon endroit, au bon moment. Un conseiller municipal de la ville de Saguenay à titre de représentant pour la population de Saguenay et les environnants, pour avoir le sentiment d'appartenance avec eux, que la population est prise en main. Vous pouvez voir, le président de CAM est retiré, puisque bien sûr vous êtes le gouvernement, et il va avoir d'autres choses à gérer de son côté, de son entreprise. On ne croit pas que ça soit utile sur la cellule de crise. Le premier ministre également du Québec, on va le mettre plus tard dans un truc plus de communication et non de gestion. Et le maire de la ville de Saguenay également, plus au niveau de la gestion, plus à titre de rassureur et non à titre de premier sur la chef de cellule de crise. Ensuite, nous allons procéder à un survol rapide des parties prenantes qui sont dans cette situation, qui ont tous des pouvoirs différents. On va commencer avec le CAM. Évidemment, eux autres, leur intérêt, c'est de la prospérité de l'entreprise puis leur réputation dans tout ça. Le Transport Canada, qui, eux, assure les normes de sécurité pour les transports maritimes, ferroviaires, etc. Et le Bureau de la sécurité du Transport du Canada, qu'eux, ils veulent promouvoir la sécurité et mener des enquêtes lorsqu'il y a des événements de la sorte qui se produisent.
Il y a également la ville de Saguenay qui veut assurer la protection et le maintien de sa population. Il y a le ministère de l'Environnement qui est concerné à cause du déversement de pétrole qu'il y a eu pendant l'explosion, donc on veut protéger l'environnement. Il y a le ministère de la Sécurité publique vous-même qui veut assurer la sécurité globale des Québécois pour finir avec évidemment les familles des victimes qui ont été touchées par les victimes qui ont été dans l'accident. Donc, bien sûr, on vient vous donner plusieurs informations au niveau de l'analyse. Maintenant, on entend la deuxième partie de la présentation, l'implantation. Donc, pour régler ça, bien sûr, ça prend une stratégie. Donc, on arrive dans le propos du sujet de la présentation. Premièrement, l'évolution des scénarios. Donc, l'évolution des scénarios est une méthode utilisée souvent en gestion de crise qui consiste à analyser la situation sur 3 angles. Un meilleur scénario, un médian et un pire. Pour des contraintes de temps, nous avons seulement 20 minutes pour vous présenter un plan d'action. Nous allons simplement nous concentrer sur un scénario, le médian. Tout de même, nous croyons qu'il serait important de vous présenter que le meilleur et le pire. Dans nos cas, le meilleur, le feu deviendrait sous contrôle et pas de perte de vie supplémentaire. Le pire, le feu reste incontrôlable, un nombre de victimes augmente et la ville de Saguenay est pratiquement ravagée en entier. Toutefois, nous croyons que si vous mettez les ressources nécessaires rapidement, nous serions dans le scénario médian, qui est le feu se propage jusqu'aux environs du théâtre et peu de nouvelles victimes. Donc, on avait une carte fournie, on voyait que le théâtre, c'est sûr que le feu, on avait comme information également qu'il n'était pas contrôlé à 100%. Il est évident qu'il va se propager, mais si vous êtes en mesure de réduire le taux de propagation, les dommages vont être grandement réduits. Donc, pour enchérir ce que Pérébi vient de dire, on a choisi le scénario médian, vu qu'on croit le plus plausible. On va avoir 3 stratégies, une stratégie à court terme, moyen terme et long terme. Je vais commencer par la stratégie à court terme. Comme je disais, on avait seulement 3 heures pour préparer quelque chose pour mettre en action, donc c'est ce qu'on vous propose. Assurer la sécurité de la population d'ici 3 heures. Donc, on parle de services d'aide, par exemple, faire des services d'autobus avec les autobus des écoles avoisinantes pour aller chercher les zones sinistrées où les gens ne sont pas capables de se rendre. Puis on voulait aller dans des, par exemple, il y avait le centre d'achat de la baie sur la carte qui est très proche. Il est même très près du maxi du IGA, donc eux pourraient fournir des denrées de nourriture pour les gens qui seraient logés là pendant la nuit. Également, on pensait aux services de pompiers, évidemment, pour contrôler le feu, pour pas que ça soit dangereux, et aussi pour qu'eux, avec la police, ils aillent dans les rues avec les sirènes pour avertir les gens que peut-être qu'il y a des bris de communication qui se sont produits, ils ont pris l'Internet, la télé et des choses comme ça. Et on voulait également non seulement communiquer avec l'hôpital de la ville de Saguenay, et ceux avoisinants, pour les libérer des patients qui sont moins urgents, si on veut dire, pour que les patients qui sont plus en danger peuvent avoir un soin immédiat. Par la suite, les parties prenantes touchées par ça, il y a le personnel médical avec les hôpitaux que je viens de nommer. Il y a la population qui doit être évacuée, puis les services d'incendie que je viens juste de mentionner. On pourrait faire appel au conseiller municipal qui connaît bien la population et les gens pour assurer les services de transport, communiquer avec la police et des choses comme ça. Et les DG de la protection civile pour disperser les services d'incendie et la police. Puis ça, comme on vous a dit, on est à peu près 1h16 du matin présentement, donc on va enclencher ça dès 2h du matin. Par la suite, à moyen terme, on veut vraiment éteindre le feu et rediriger les victimes de l'incendie, puisqu'on sait des feux qui sont alimentés par le pétrole, ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On sait que ce ne serait pas réaliste de l'éteindre en 3 heures. Donc ça va être vraiment un plan sur 2 semaines. Les actions qu'on va faire, premièrement, les services d'incendie restent en place, ils n'arrêtent pas. On sait que le fleuve est proche, par contre, il y a du pétrole à l'intérieur. On peut s'alimenter en eau, par contre, il faudra faire attention à ce niveau-là, de ne pas aller puiser de l'eau qui est mélangée avec de l'essence. Par la suite, appel à des familles d'accueil. Donc, on sait que le Saguenay, c'est une communauté qui est très proche. Il y a des villes avoisinantes qui sont vraiment sécurisées. On va faire un appel à tous dans les médias. On va vous parler du plan de communication plus tard. Mais il va être un appel aux familles qui peuvent héberger des gens. On va faire des navettes avec des autobus. On va les emporter le plus possible dans des maisons en sécurité pour qu'ils soient au chaud pour les semaines qui vont suivre. Puisqu'on sait qu'on est quand même proche de Noël. Des gens qui ont perdu leur maison, ils ont tout perdu. On veut qu'ils soient dans des endroits vraiment sécurisés. Puis on le sait qu'il y a des gens qui sont prêts à les accueillir. Par la suite, création de hotline pour les gens qui veulent savoir s'il y a des gens qui sont victimes. Où ils veulent demander de l'aide, ils sont pris à quelque part, on va être capable d'avoir une ligne vraiment fixe que ça, qui est une autre que le 911. Par la suite, rapatriement des corps, des créations de listes de victimes. On sait qu'il va y avoir des corps encore sur place qui vont devoir être enlevés. On ne veut pas que la population reste avec ces jeunes images-là pour une période plus allongée que ce temps-là. Les participants, ça va être vraiment la population et le service d'incendie.
Les moyens, ça va être l'expert du lac Mégantic qui va nous aider à mettre ça sur place. Les conseillers municipaux, le DG de la protection civile et la police qui sont toutes dans notre cellule de crise. Puis ça, c'est l'horaire, comme je vous disais, c'est à partir du 16 novembre à 5 heures, puis c'est pour une durée de 2 semaines. On se tient maintenant de la troisième partie du plan d'action, donc beaucoup plus à long terme. On parle même d'un délai de 1 an. Toutefois, certaines choses vont être faites tout de suite après les 2 dernières semaines de la deuxième partie du plan. Donc, assurer la sécurité environnementale et l'évolution des normes et enquête sur carne d'ici 1 an. Donc, premièrement, nettoyage de l'environnement qui est très nécessaire, déversement de pétrole. Bien sûr, si l'incendie est contrôlé dans 2 semaines, c'est parfait, mais tout le pétrole va être ramassé. Le navire doit également être évacué. Donc, avec l'entreprise CAM, le nettoyage, également le ministère de l'Environnement qui peut travailler de main forte à cela. Et également, les organismes tels que le Greenpeace, tout ça, c'est sûr que lors d'une crise environnementale, c'est les gens qui veulent toujours aider dans ces situations-là. Ils ont l'environnement en cœur. Ensuite, aide financière aux familles, comme ma collègue Rose vient de mentionner, on est près de Noël, c'est l'hiver, donc c'est froid, on ne peut pas laisser ces gens-là dans la misère et mourir de froid. Il y a eu un incendie, mais il ne faut pas les laisser sans rien s'ils ont tout perdu. Et c'est sûr qu'à long terme, la reconstruction de la ville, mais si dans le meilleur des cas, les plans de reconstruction peuvent se faire rapidement pour qu'un ingénieur construction et tout puisse travailler à long terme pour la refaire. Ensuite, suspension des activités de camp pour être faite, on considère aux alentours de 2 semaines, le temps que vous ayez de communiquer avec l'entreprise. On a mentionné dans ce qui aurait dû être fait, il y a eu 18 déversements, excusez-moi, problèmes, accidents qui est arrivé avec cette entreprise-là. On ne trouve pas ça normal que cette entreprise puisse continuer à travailler comme ça, à opérer dans des situations qui mettent les vies en danger. Donc, on demande qu'il y ait une suspension des activités de camp pour que toute la norme soit remise en vigueur, pour s'assurer que la sécurité de la citoyenneté, des citoyens québécois et même canadiens soit en sécurité pour toute nouvelle activité que cette entreprise fait. Et revoir les normes pour l'entreprise avec Transport Canada, mais également tous les transporteurs maritimes. C'est arrivé avec une personne, une entreprise, on n'est pas à l'abri que d'autres personnes le font, donc c'est vraiment très important que vous vous assurez que les normes soient à jour. Comme on l'a mentionné, la loi date de 1992. Les normes de l'entreprise étaient basées sur une loi de 1992. Donc maintenant, en 2019, les modifications doivent être faites pour s'assurer de la sécurité des Québécois. Et ensuite, pour terminer, en fait, l'inclusion de procédures et formations d'entreprise, donc avec les nouvelles lois et normes, bien sûr, s'assurer que toutes ces formations-là sont utilisées dans toutes les entreprises maritimes à partir de communiqués, formations que le Comité de Transport Canada pourrait également faire pour renvoyer dans les entreprises et former tous les dirigeants qui sont au niveau d'un navire. Et également, dans la reconstruction de la ville, j'ai oublié de mentionner, mais en fait, à titre de renaître de ces centres, un centre commémoratif pour toutes les victimes, pour ne pas laisser ça que ça ne s'est pas passé, mais également, c'est dommage, quelque chose est arrivé, mais on va ressortir plus fort et ces personnes-là ne seront jamais oubliées. Et donc, les parties prenantes, l'équipe de nettoyage, l'organisme, le gouvernement, Transport Canada et le Bureau de la sécurité pour les enquêtes et nouvelles lois. Et les moyens, bien sûr, l'expert du ministre de l'Environnement, conseiller municipal pour s'assurer de la reconstruction de la ville avec ingénieurs et tout, consultant Bureau de la sécurité et ingénieur pour les nouvelles lois et normes avec l'aide de Transport Canada pour les formations. Donc, cela commence le 1er décembre 2019. On est 5 heures, en fait, première heure le matin, vous commencez et on étale ça sur 1 an, le temps que tout soit fait. Pour ce qui est du plan de communication, donc le premier message soit transféré va être le gouvernement du Québec par un message d'évacuation, d'annonce de services d'aide et de libération des hôpitaux par un moyen d'alerte cellulaire. C'est un moyen très facile de rejoindre les gens, un pop-up sur les cellulaires, l'alarme, donc toutes les personnes qui sont liées de près de Saguenay vont avoir un message d'alerte disant la situation est dangereuse, veuillez évacuer, aller chez les familles près et tout, ce n'est plus sécuritaire au centre-ville de Saguenay. Et ce message sera fait le 16 novembre à 2h15, donc 15 minutes après que vous ayez commencé le plan, le temps que le message soit envoyé au gouvernement pour qu'il soit transféré. Le deuxième message par le maire de la ville de Saguenay, comme je vous l'ai mentionné plus tôt dans la présentation, il va être utilisé pour un message d'aide. Donc, encore l'évacuation, l'annonce de services d'aide et libération des hôpitaux par la radio et la télé, mais 15 minutes plus tard, et c'est le temps que le maire soit présent, réveillé et disponible pour le message. Un troisième message le 16 novembre, mais un petit peu plus tard, aux alentours de 5 heures, pour annoncer le plan sur 2 semaines. Donc, et ensuite, les quatrièmes messages seraient davantage au niveau du ministère. Donc, le ministère de la Sécurité, Transport Canada et le premier ministre, le 16 novembre à 6 heures,
pour les excuses concernant les lois qui n'étaient pas à jour, qui auraient pu être évitées, et que les nouvelles normes vont être faites dans le futur à l'aide d'une conférence de presse avec tous les médias invités du Québec et du Canada, si possible, et le 1er décembre pour annoncer les enquêtes et l'avancée du projet. Par la suite, bien sûr, je suis d'accord avec vous, c'est une situation chaotique, c'est difficile de voir le bon côté des choses, mais chez Pivot Consultation, nous, on est positifs et on est persuadés qu'il y a des belles situations d'apprentissage qui peuvent se présenter à vous. D'abord, il y a la situation a priori où, oui, on apprend des crises quand ça se passe, mais on peut aussi se préparer avant, aller voir d'autres entreprises, d'autres organisations auxquelles c'est arrivé. On a mentionné le lac Mégantic tantôt, on aurait pu aller voir, étant donné qu'il y a des tonnes de produits pétroliers qui viennent dans notre ville, donc on ne veut pas que ça arrive. Par la suite, on parle de récidive face à lac Mégantic, comme je disais. C'est une situation qui est déjà arrivée au Québec il n'y a pas longtemps. Pourquoi ça arrive encore? Je pense qu'on aurait dû apprendre de ça plus vite, aller fouiller plus creux dans la situation pour voir qu'est-ce qui aurait dû être changé au départ. Puis finalement, nous on est persuadés aussi qu'avec nous, vous allez pouvoir grandir de ça et avoir une bonne situation. Donc, vous pouvez devenir une organisation d'exemple pour les autres pays et même les autres provinces. On peut penser aux autres pays qui sont venus voir la crise du verglas, comment on avait géré ça ici au Québec. Puis pour conclure, on était ici, nous, pour consultation, pour vous aider à mettre sur pied une cellule de crise et protéger la population face à cette situation. Également, le problème principal, il y avait le problème de fond, les normes, les lois pas à jour du Transport Canada. Également, les transports non sécuritaires, on parle ici de la compagnie CAM. Puis l'incendie majeur qui est en cours présentement dans la ville de Saguenay. Puis les actions qu'on avait pour ça à court terme, la relocalisation et la sécurité des gens, le contrôle du feu. Et merci et on est prêt à accueillir de vos questions. Merci. Dans votre cellule de crise, vous avez écrit le maire de la ville. Pouvez-vous juste me dire pourquoi? Oui, donc en fait, comme j'expliquais, c'était vraiment parce qu'on voulait que le maire soit là plus pour les messages, à titre de rassurer la population. C'est sûr que c'est un représentant pour la ville de Saguenay, mais toutefois, c'est qu'en fait, on croit qu'un conseiller serait plus utile puisque le maire va être débordé par d'autres projets à l'aide des ordres de reconstruction et tout, qui sont plus à long terme, tandis qu'en demandant à un de ses collègues, conseiller municipal qui connaît aussi bien la ville, on croit qu'il va être très bien géré pour faire la cellule de crise, mais en même temps, il va être en mesure d'informer le maire sans que celui-ci soit directement dans la cellule de crise et ne pourra pas gérer tous les autres projets futurs. La cellule de crise, vous la tenez physiquement ou... Oui, en fait, on voudrait qu'elle soit physiquement dans les milieux près de Saguenay pour pouvoir réagir vite en cas vraiment de crise qui s'aggrave, mais toutefois, on ne veut pas qu'elle soit près de la zone sinistrée et même possible, donc vraiment loin du théâtre et tout. On avait le centre d'achat, donc on prévoyait peut-être la faire plus loin que le centre d'achat et en plus, les victimes seraient là, donc s'il y a un besoin d'aide pour les victimes, la cellule de crise serait prête à agir rapidement puisqu'elle serait près des victimes. Au niveau du plan de communication, si je comprends bien, vous voyez faire une première alerte 2h15, une autre à 2h30 par d'autres médias pour rejoindre d'autres personnes, une autre alerte encore par le maire de la ville dans les heures qui suivent, puis à 6h, dès 6h le matin, la même journée, donner une conférence de presse avec ministre, premier ministre, si je ne me trompe pas. Puis si je me fie à ça, puis je voulais savoir, vous ne croyez pas que c'est un peu trop tôt pour faire des excuses? Bien, je trouve qu'en fait, c'est des faits qu'on savait, qu'en fait, on voyait que les normes étaient à jour et surtout qu'on apprend que le bateau est parti suite à des normes, qu'ils étaient corrects selon les lois du gouvernement. Donc, on trouve que c'est des faits qui sont vécus. Donc, pas de là à faire vraiment des grosses excuses officielles que c'est de notre faute. C'est pas ça qu'on veut dire le blanc, mais faire. Vous êtes un ministre de la Défense publique, vous assurez la sécurité de la population. Des vies ont été perdues suite à une norme pas très à jour, donc on trouve que des excuses doivent être faites pour voir un sentiment de la situation est prise en considération. On trouve que c'est important de ne pas laisser les victimes dans l'oubli, même si c'est tôt. On montre un message de responsabilisation et d'optimisme, mais toutefois qu'on est conscient de la situation et que le but qu'elle soit réglée dans les plus brefs délais. Donc, s'il y avait une nouvelle norme, ça serait pas réglé. On ne peut pas présumer le futur comme ça, c'est juste qu'en se basant sur le fait qu'une compagnie comme ça qui se vérifie sur des normes de 1992 a eu 18 accidents en un an,
ça aurait dû ouvrir une cloche que, en fait, avec des enquêtes, de voir peut-être que ces normes-là ne sont plus à jour et vérifier si c'est toutes les autres entreprises, bien sûr, mais 18 accidents en un an, dont 6 déversements de pétrole, selon des normes de 1992, les risques étaient tout de même présents. D'accord. Je regarde votre plan sur les premières heures. La question que je vous pose, c'est nous, ministère de la Sécurité publique, quel est notre rôle? Parce que nous n'intervenons pas dans les parties prenantes que vous évoquez, dans les actions que vous préconisez. Donc, quel rôle on doit jouer dans cette gestion de crise, dans la cellule de crise en particulier? Parce que je ne vois pas apparaître. Mais en fait, nous, le rôle qu'on vous a joué, c'est qu'on a vu que vous étiez vraiment en charge de tout ce qui était par rapport à la sécurité puis à ces incidents qui arrivaient de ce type-là. Donc, vous étiez en supervision de tout. Il y avait on voit que dans votre organigramme qu'il y avait beaucoup de directeurs. On ne voulait pas en attribuer à un rôle ou peu importe. On voulait vraiment que, on pense que vous êtes les experts dans ce domaine-là. Vous savez ce que vos directeurs font. Donc, répartir selon ce qui se passe, selon les tâches à faire. Le superviseur vraiment de la cellule de crise serait par rapport au ministère, puis par la suite, les autres découleraient toutes selon ce qu'il y a à faire. Donc, ce serait un de nos représentants qui piloterait la cellule de crise que nous préconisons? Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup.